Alors, je vous rappelle donc ce qu'on voudrait faire, c'est de créer une application web dans la partie back-end. Donc, il est basé sur Node.js, notamment avec le framework Express. Je vais corriger. Express. Bon, Express, donc on va développer une API REST dont les données vont être stockées dans une base de données de type MongoDB. On va gérer des livres comme entité de base. Et après la partie front-end, on va travailler avec Angular. Donc, comme ça, on aura un package complet. Alors pour cela, d'abord, si vous voulez, on va créer un nouveau projet. Comme ça, on va partir à partir d'une configuration initiale. Alors on va arrêter ça. Alors je vais créer un projet que je vais appeler. Bon, ça c'est un projet Mongo, Express, Angular, Node.js, Biblio. Books. Alors, CD. Alors, si juste on reprend rapidement, donc on aura besoin d'initialiser d'abord npm. D'accord? Vous me suivez? npm init, ça c'est la première des choses. On initialise le projet, on ouvre le projet. Donc, c'est celui-là. Alors, du moment qu'on va travailler avec TypeScript, d'accord? Donc, on aura besoin d'installer un certain nombre de dépendances. Alors, quelles sont les dépendances qu'on va installer? Alors, côté dev, on aura besoin d'installer TypeScript, on aura besoin d'installer NodeMon, notamment pour à chaque fois qu'il redémarre, à chaque fois que je fais des modifications, concurrently pour démarrer plusieurs tâches en même temps d'une manière concurrente. J'ai besoin d'installer au fur et à mesure des types, les fichiers de définition de chaque si vous voulez, de chacune des librairies qu'on va utiliser. Alors je commence d'abord par les éléments concernant la partie développement. Alors, bon, logiquement, comme je disais, npm install. Alors, si ce n'est pas installé d'une manière globale, comme je disais, donc vous installez dans les dépendances dev, il y a TypeScript d'abord. Donc, on aura besoin de faire la même chose, d'installer NodeMon. D'installer concurrently. Comment? Non, c'est vraiment, ça va être difficile mais vous allez me suivre, je vous enregistre la démo, je vous la donne après pour que vous la fassiez, d'accord? Mais plutôt vous regardez un peu l'essentiel parce que le temps il est un peu serré, il y a beaucoup de choses, ok? Donc, notre monde et quoi d'autre? Concurrently. Alors ça c'est principalement pour les outils qu'on va utiliser pour compiler, parce qu'on va programmer avec TypeScript, donc on a besoin de ces dépendances, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et après, on aura besoin d'installer les dépendances pour notre projet. Alors, quelles sont les dépendances dont on aura besoin? D'abord, pour la configuration de TypeScript, donc je vous rappelle qu'il faut créer un fichier de configuration, new file. C'est un fichier .json. C'est tsconfig.json.
Alors ce fichier de configuration, donc je vais prendre le même que celui que nous avons utilisé tout à l'heure, tsconfig.json, celui-là. Ça c'est la configuration TypeScript. On suppose toujours que le code source de notre application TypeScript se trouve dans le dossier source. Quoi d'autre? On aura besoin donc dans le fichier package.json d'ajouter un certain nombre de scripts. Le script que nous aurons besoin d'utiliser principalement est celui que nous avons utilisé tout à l'heure. Alors ici je ne vais pas utiliser les tests unitaires, donc je vais utiliser donc ces deux scripts là. Je ne vais pas utiliser geste. Donc, je vous ai montré tout à l'heure juste comment l'utiliser, mais ici on ne va pas l'utiliser. Je ne vais pas l'installer. Alors ici donc sur les scripts, j'ai besoin de ces deux scripts. D'abord start qui permet donc de lancer la compilation et d'exécuter, compiler et exécuter le fichier index.js avec Node directement. Quoi d'autre? Et après donc dev, parce qu'en fait dans la phase de développement j'ai besoin de démarrer TSC, donc j'ai besoin de démarrer plusieurs tâches, 3 tâches d'une manière concurrente. Donc d'abord c'est TSC pour lancer la compilation, d'abord TypeScript. Donc je vous rappelle, si TypeScript n'est pas installé d'une manière globale, pour l'exécuter il faut utiliser l'outil npx TSC avec l'option watch. Donc ça c'est pour dire que voilà, une fois que je fais une modification dans mon TypeScript qui recompile, c'est pareil ici. Alors là je n'ai pas besoin de ça, de geste pour les tests unitaires, donc je l'ai utilisé tout à l'heure, donc watch all, donc je vais supprimer ça, je n'ai pas besoin. Et j'ai besoin de lancer NodeMon, c'est la version Node, mais qui monitore en quelque sorte les changements sur les différents fichiers. Donc il démarre index.js et en même temps dès que je fais une modification il redémarre. Donc ça c'est globalement la config qu'on a besoin de faire les deux scripts. Donc ce script là on va l'utiliser en production quand je vais démarrer l'application. A priori donc en production je n'ai pas besoin de recompiler, donc j'exécute directement. Et ça c'est au niveau développement. Donc ça c'est l'environnement dev, donc j'ai besoin d'utiliser ce script dev. Alors après maintenant les dépendances dont j'aurai besoin, j'ai besoin d'utiliser Express. Donc npm install, cette fois-ci donc parmi les dépendances de l'application, save Express. Alors comme Express, donc pour nous on va utiliser donc TypeScript, donc on a besoin du fichier de définition de TypeScript, de Express, c'est type/express. Et après, en fait, dans Express, on a besoin d'utiliser MongoDB. Donc, on a besoin d'établir des connexions vers MongoDB. Et il se trouve qu'il y a un module qui s'appelle Mongoose, que vous aurez besoin d'installer et qui permet de faciliter l'accès aux bases de données MongoDB. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, c'est pour cela qu'il faut également l'installer. Pareil, c'est Mongoose, ça s'écrit comme ça. Ça, c'est un module de Node.js qui permet d'accéder, de gérer les données qui sont stockées dans une base de données MongoDB. Donc, je vous rappelle que MongoDB, c'est un SGBD non SQL. C'est-à-dire que toutes les données sont enregistrées sous forme de document format JSON. C'est scalable, c'est pour les applications qui manipule en fait les grandes quantités de données, c'est l'écosystème Big Data. Il fait partie de l'écosystème Big Data, donc forcément vous allez l'utiliser dans un certain nombre de circonstances. Donc Mongoose, la même chose. J'ai besoin de la version, j'ai besoin de manipuler Mongoose en utilisant TypeScript, donc j'ai besoin du fichier de définition de Mongoose. Alors ça c'est les dépendances d'abord qu'il faut installer. Alors après il y en a d'autres que je vais ajouter au fur et à mesure tout à l'heure en fonction des besoins.
Alors, j'ai pratiquement tout ce qu'il faut maintenant. Je vais commencer à démarrer mon application. Je vais créer un dossier source, SRC, dans lequel j'écris directement mon application. New TypeScript file, que je vais appeler index.ts. Ça, c'est mon application. Et directement mon application, donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin d'utiliser Express. Donc, pour cela, je vais utiliser import Express. Sous forme JavaScript. Hein? Le fichier, c'est JavaScript. Ah, c'est JavaScript. Ah oui, c'est TypeScript. On va le renommer ou bien on va le supprimer. Alors, supprimer, delete, tout à fait. Sinon, il ne va pas comprendre ce qu'on est en train d'écrire. Alors, TypeScript, index.ts. Index.ts. Voilà. Alors, donc, je vous rappelle, pour utiliser Express, on va utiliser import. Donc, Express directement, from Express, directement ça. Et après, pour démarrer une application Express, on va utiliser, donc on va déclarer une variable. Comme c'est une variable qu'on ne va pas changer, donc on va utiliser directement const au lieu de let sous forme d'une constante. Express, plutôt application égale directement Express. Et après, on va faire un petit test avec get. Donc, quand on va utiliser slash de course sans rien mettre, donc j'ai une callback qui reçoit deux paramètres, request et response. Request, response. Quand je reçois une requête HTTP avec get, je vais juste afficher un message avec response, resp tout court, point send un message. Alors le message hello. Alors ça c'est juste pour démarrer, et après on va démarrer avec le serveur en utilisant listen. Alors listen. Alors le port, je vais utiliser donc 5555 80 ou bien 80-85 comme ça. Et une fois qu'il est démarré, j'appelle une fonction. Enfin, c'est pas que moi, je ne vais pas l'appeler, donc c'est un événement. Une fois qu'il démarre, la callback est appelée, ce qui va me permettre d'afficher le message comme quoi le serveur est démarré. Server started. Alors ça c'est notre petit serveur, pour le moment il ne fait rien. Alors pour pouvoir CTRL Z pour annuler ça. Alors pour pouvoir démarrer donc cette application, en principe il faut compiler, avec TypeScript. Alors pour cela, donc j'appelle directement ce script. Donc j'appelle dev qui va me permettre de lancer donc TSC. Bon, il va compiler les scripts quand il fait TSC, il va compiler les scripts. Il va compiler le TypeScript qui se trouve où? Nous avons tsconfig, on suppose que tous les fichiers se trouvent dans le dossier source. Donc tous les fichiers, il va les compiler. Et après, quand il compile, il va stocker le JavaScript. Alors JavaScript, il va le stocker dans un dossier qui s'appelle dist. C'est output dir. Alors pour démarrer donc ce script là ici, dev, je vais utiliser npm run dev. Et en même temps, il va démarrer l'application avec nodemon. Et il va vers dist, il va trouver normalement un fichier index.js. Alors si tout se passe bien, mais ici c'est pas le cas, parce que là il y a une erreur au démarrage. Alors on va regarder c'est quoi il ne peut pas trouver le module index.js. Alors index.ts. Alors en fait notre application, est-ce qu'on a donc ça c'est voilà dist
index.js, il l'a démarré, non, il l'a généré. Voilà pourquoi il ne peut pas. Ouais. Attendez, je vais refaire je vais relancer. Alors en fait, il se trouve que parfois il y a un petit problème qui peut arriver. Donc là, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on l'a fait la première fois, des moments que le dossier 10 n'a pas été créé, c'est la première fois qu'il va le créer. Donc il crée le dossier, il compile, il va générer l'index.js, mais il se trouve qu'il a en même temps, en parallèle, il a lancé cette commande-là. Mais il se trouve qu'il est en train de lancer la commande nodemon avant que le fichier index.js soit généré. Parce qu'en fait, c'est des opérations qui sont lancées d'une manière concurrente. Vous voyez? Donc il tente d'exécuter alors que l'autre n'est pas encore compilé. Mais si le fichier existe déjà, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que même s'il démarre l'application, du moment qu'il utilise nodemon, donc dès que le fichier soit changé, il redémarre, donc il n'y a pas de souci. Mais ce qui serait plutôt, donc, c'est de faire l'ordre, c'est d'utiliser donc au lieu d'utiliser concurrently, donc vous pouvez démarrer les opérations d'une manière séquentielle, si vous voulez. Oui, concurrently, c'est-à-dire vous les lancez en même temps. C'était ça ma question. Ah oui, c'était ça. Oui, effectivement, on peut faire ça. L'essentiel, quand vous faites les choses manuellement, après, quand vous voulez automatiser, il faut savoir ce que vous faites. Concurrently, ça veut dire vous les lancez d'une manière concurrente. Mais normalement, il y a une qui dépend de l'autre. Bon. C'est bon, alors le serveur est démarré. Alors notre application, il est accessible en localhost. Le port CU8085. Alors vous avez ce message-là, donc vous êtes rassuré de vous dire, hey, je continue à travailler mon application. Alors maintenant, du moment que nous avons besoin d'utiliser MongoDB comme application, alors MongoDB, il faut l'installer, le serveur MongoDB, donc vous allez le trouver facilement sur MongoDB Server. Alors ici, donc, voilà, le centre de téléchargement de MongoDB. Alors en fait, alors vous voyez donc MongoDB, donc il est offert également au niveau du cloud, c'est-à-dire si vous voulez utiliser un serveur MongoDB en cloud d'une manière gratuite, vous pouvez toujours faire une inscription et de créer, bon, bien sûr pour une utilisation limitée à un certain nombre pour vos applications, vous pouvez le faire sans problème. Ou bien si vous voulez installer le serveur local, donc ici le serveur. Alors là, vous téléchargez le serveur MongoDB dans votre machine, vous l'installez. Une fois que vous l'installez, après, vous avez peut-être besoin d'un outil qui permet d'accéder, de visualiser en quelque sorte les données qui se trouvent dans votre serveur, à l'image de tous les systèmes de gestion de bases de données. Alors parmi ces outils, il y a Tools. Il y a un outil qui s'appelle Compass. Compass. Alors Compass, la même chose, c'est un client MongoDB. Donc c'est-à-dire vous avez un serveur MongoDB que vous installez, que vous démarrez. Vous avez un client MongoDB qui est une interface graphique qui vous permet de voir un peu, d'accéder d'une manière graphique, soi-disant, à votre serveur de base de données. Sinon, vous pouvez accéder à Mongo Server via des commandes qui sont fournies, donc sur ligne de commande. Bon, ça c'est quelque chose, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette partie, mais j'ai dans un support de cours, ici celui-là, pas celui-là. Vous trouverez, en tout cas si vous n'avez jamais travaillé avec MongoDB, dans le support vous avez alors Mongo.js, voilà celui-là. Alors dans ce support-là, donc vous trouverez toute une partie sur MongoDB si vous voulez. Alors ça, il y a des choses forcément que je ne vais pas vous faire aujourd'hui dans cette partie-là. Mais avec MongoDB, voilà. Donc vous trouverez en quelque sorte un petit support sur MongoDB. C'est quoi un document, c'est quoi une collection, comment insérer les données, comment démarrer le serveur,
comment utiliser l'invite de commande, le client MongoDB sur ligne de commande, les commandes, comment insérer des données, comment, etc. Donc ça, si vous voulez juste, ça ne concerne pas Node.js, ça concerne que la partie MongoDB. Ça, c'est pas l'objectif. Alors vous trouverez comment faire la mise à jour des données, comment filtrer, comment utiliser les jointures dans une base de données orientée documents. Alors bref, tout ça, si jamais vous en aurez besoin, vous consultez ce document. Alors donc moi, ce que j'ai, c'est que j'ai une base de données installée, Mongo Server, qui est installée dans... Vous voulez poser une question? Oui, vous allez m'avoir envoyé les fichiers, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ouais. Alors juste, la dernière fois, vous m'avez donné la liste des adresses mail. Je vous ai déjà envoyé un mail. Oui. Ouais. Donc je vais vous envoyer la suite de support. Alors donc il y a dans le dossier programme, en principe il est installé dans Program Files. Ben, vous trouverez MongoDB. Alors si vous l'installez sous Windows, Server, la version 4.0. Et dans le dossier Win, alors normalement si vous voulez démarrer le serveur MongoDB, il faut démarrer le daemon. En fait le MongoD. Daemon, c'est le serveur. Donc il faut le démarrer soit sur ligne de commande, mais généralement, si vous l'installez sous Windows, vous n'avez pas besoin de le démarrer directement ici, parce que quand vous l'installez, il est installé comme service. Donc ça veut dire que si vous allez vers les services de votre machine, de votre système, ben vous allez trouver MongoDB Server. D'ailleurs, vous allez voir que le démarrage, il est ici. Dans mon cas, c'est automatique. C'est-à-dire, à chaque fois que vous démarrez la machine, le serveur, il est démarré. Mais si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si vous le serveur ici, donc s'il est là, donc vous le démarrez. S'il n'est pas démarré, il faut quand même, vous devrez savoir que le serveur MongoDB, d'abord le serveur de base de données, il faut le démarrer. Donc, une fois qu'il est démarré, après, par la suite, vous avez besoin d'utiliser un client MongoDB. Alors, pour cela, vous avez un outil qui s'appelle Mongo. Sur ligne de commande, vous tapez la commande Mongo. Et après, vous avez sur invite de commande, vous pouvez regarder le support, comment utiliser, comment afficher les collections, comment créer une base de données, comment créer des collections, insérer, etc. Vous pouvez le faire sur ligne de commande, mais vous n'avez pas besoin. Parce que justement, vous pouvez utiliser un outil Compass. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je vais lancer Mongo Compass. Alors, en fait, Mongo Compass, donc c'est un client MongoDB, une interface, une application graphique qui permet donc de gérer donc les données d'une base de données MongoDB qui peut être installée quelque part. C'est-à-dire, vous pouvez avoir votre client Compass sur cette machine, mais le serveur, il est installé dans un serveur quelque part, sous forme d'un cluster ou d'une machine locale, peu importe. Alors, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quand vous lancez ce client-là, il va vous demander de se connecter d'abord au serveur MongoDB. Là, il se trouve que, je vais vous le montrer. Voilà. Il se trouve que pour se connecter à MongoDB, donc il vous spécifie où se trouve MongoDB, le hostname, et regardez le port qui est utilisé par défaut. En fait, le MongoDB, il utilise par défaut le port 27017. C'est le numéro de port de MongoDB. Alors ici, donc, je vais établir une connexion, connect, vers ce serveur-là. Donc, il va établir la connexion. Et une fois qu'il va établir la connexion, vous allez avoir ici, là, ça c'est la liste des bases de données. Par exemple, ici, vous avez une base de données qui s'appelle Biblio, qui contient une collection qui s'appelle Books. Et après cette collection, il contient des documents. Et quand vous voyez donc les documents, ils sont en format JSON. Alors je vais juste zoomer un petit peu. Zoom in. Vous voyez donc si vous voulez avoir, donc ça c'est des documents JSON. Pour moi, chaque livre il est défini par le titre, l'auteur, etc. Ou vous pouvez afficher ce forme de table si vous voulez. C'est juste un affichage comme ça, donc, mais en réalité, MongoDB, il stocke les données en format JSON. Si vous voulez, l'équivalent des tables dans une base de données relationnelle, c'est ce qu'on appelle des collections. En fait, une collection, ça c'est une collection. Book, c'est une collection. Il y a une collection dans laquelle on stocke un ensemble de documents. Et chaque document, si vous voulez, c'est l'équivalent d'un enregistrement.
Et chaque document, il est défini par un ensemble d'attributs. Bon, ça, c'est globalement, c'est la structure. Alors, ça, je ferme cette parenthèse. Alors, c'est juste pour vous, donc si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec MongoDB, donc vous avez juste un petit aperçu. Mais si vous voulez voir des détails, il y a quand même assez de supports qui montrent comment travailler avec. Bref, donc maintenant, j'oublie tout ça et je reviens à mon application. C'est un outil efficace pour stocker les données, c'est-à-dire est-ce qu'il peut stocker une quantité importante. Ben justement, il est fait pour ça. Oui, mais C'est- par exemple, il y a des outils qui ils ont une taille limitée. Alors en fait, MongoDB, quand est-ce que vous l'utilisez justement, surtout quand vous êtes dans une application où la quantité de données que vous manipulez elle est trop importante. Alors quand vous êtes dans c'était une application qui manipule des grandes quantités de données, en principe, vous savez, les bases de données relationnelles, vous pouvez toujours les utiliser, mais le problème des bases de données relationnelles, c'est que quand la quantité de données est importante, le problème, c'est qu'il y a les relations entre les tables, et ces relations, il y a également les règles d'intégrité référentielle, qui fait que, par exemple, dès que vous voulez supprimer un enregistrement, le SGBD il va vérifier dans toutes les relations est-ce que les règles sont respectées, et comme il y a une grande quantité de données, il ne s'en sort pas, c'est-à-dire ça lui prend beaucoup de temps. Alors il dit que donc pour les applications Big Data, avec des SGBD comme ça, comme MongoDB par exemple, orienté document, il n'y a pas de relation, c'est-à-dire physique, hein, il n'y a pas des règles d'intégrité référentielle, alors tout ça on le supprime, mais on utilise un autre concept différent. Alors justement, mais pour nous, donc vous allez voir que de toute façon, dans notre cas, côté application, tout ça va être géré avec Mongoose que nous avons installé tout à l'heure. C'est bon? Alors ça c'est MongoDB. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire une fois que nous avons installé donc l'essentiel? Donc ça c'est les dépendances qu'on va... Oui. Alors là j'ai également besoin de... En fait j'ai installé Mongoose, c'est vrai, mais si vous voulez faire la pagination, parce que vous savez quand vous sélectionnez, tout à l'heure on va chercher des livres, mais quand vous dites je veux tous les livres, si vous avez 1 million de livres, c'est beaucoup. Donc souvent quand vous consultez les données, vous consultez page par page. Alors pour gérer la pagination d'une manière très simple, notamment dans Node.js, il y a également une dépendance qui s'appelle Mongoose Paginate. Alors ça on va l'utiliser, donc je vais l'installer maintenant. Donc c'est npm Mongoose Paginate. Mais également j'ai besoin de quoi? Son fichier de définition. Alors toujours, si vous travaillez avec JavaScript, vous ne faites pas types, machin. Ça c'est uniquement pour TypeScript. Pour chaque dépendance, vous lui ajoutez son fichier de définition. Alors la même chose ici, c'est Mongoose Paginate. Je crois qu'il n'est pas installé. Il y a quelque chose qu'on a ici. Non, il n'a pas. La commande est mal npm install. Vous voyez, donc vous êtes fatigué plus que moi. Il faut installer. Voilà, une fois que nous avons installé cette dépendance-là, on va maintenant, la première des choses à créer, on va créer le modèle. Alors, en fait, c'est-à-dire, vous allez dire, je veux créer une application qui permet de gérer quoi, n'est-ce pas? Donc les entités de votre application. Alors moi, j'ai besoin de gérer des livres, n'est-ce pas? Et après, je vais dire qu'un livre est défini par son titre, par l'auteur, par le prix. Alors, avec Mongoose, donc, il dispose d'une manière un peu particulière pour déclarer le modèle. Alors, c'est ce que je vais vous montrer dans un premier temps. Donc, j'ai besoin de créer un modèle que je vais utiliser ici. Alors dans notre projet, donc ici, dans le projet, je vais créer un dossier que je vais appeler modèle, dans lequel je vais créer un fichier TypeScript, que je vais appeler
c'est book.model.ts. book.model.ts. Bon, je peux l'appeler comme je veux, mais en tout cas. Alors ici, donc, comment créer un modèle? Ici, donc, je vais utiliser Mongoose. Alors pour créer un modèle, il faut d'abord créer un objet schéma, donc qui se trouve dans Mongoose. Alors c'est pour cela donc j'ai besoin donc d'importer cette dépendance, comme je vais importer Mongoose Paginate. Les deux, je vais les utiliser ici. Donc import Mongoose from Mongoose. Il est là. Problème. Et j'ai besoin également d'importer Mongoose Paginate. Je l'appelle Mongoose Paginate comme ça. From Mongoose Paginate. Alors, faites attention, si vous n'installez pas le fichier de définition de chaque dépendance, vous n'allez pas trouver ça, vous n'allez pas le retrouver parce que c'est TypeScript qui exige un peu ça. Alors, une fois que nous avons fait ça, nous allons créer un schéma. Un schéma Mongoose. Alors, pour le faire, donc, on aura besoin d'utiliser new schema de Mongoose. Et dans le schéma, on va lui transmettre un objet JavaScript qui contient les attributs de votre modèle. Alors ici, donc, je vais créer un schéma qui s'appelle book schema. Donc let book schema égale new mongoose.schema. Et après, il faut lui transmettre comme paramètre un objet JavaScript. Et là, vous définissez les attributs de votre élément. Alors, dans notre cas, on va dire un livre est défini par son titre, title, de type. Alors, il y a des types prédéfinis dans Mongoose. Donc, on va utiliser string avec S majuscule. Ça, c'est Mongoose. Virgule. Auteur de type string. Ah, c'est pas ça. Alors, en fait, chaque attribut, il faut spécifier en fait un ensemble de caractéristiques comme ça. C'est un objet. C'est un objet pourquoi? Parce que pour chaque attribut, il faut spécifier le type, type, de type string, virgule. Par exemple, si vous voulez que sa valeur soit obligatoire, vous mettez required, c'est-à-dire qu'elle est requise. Et après, si vous voulez spécifier la valeur par défaut, vous mettez default value, ainsi de suite. Vous pouvez spécifier un certain nombre il y a, dans Mongoose, dans la documentation de Mongoose, vous trouverez comment déclarer les types. Et ça, c'est très important parce que ça vous permet de faire la validation des formulaires, ça vous permet de faire pas mal de choses. Alors ici, c'est pas, ça c'est pas required comme ça, c'est alors type required true, voilà. Parce qu'en fait, comme c'est un objet JavaScript, donc required, deux points, c'est quoi la valeur? C'est vous mettez true ou bien false. Alors après, bon, tout à l'heure on va ajouter des valeurs par défaut. Alors c'est pareil. Auteur. Alors un auteur, il est de quel type? String, virgule, required, la même chose, obligatoire, par exemple. On va spécifier le prix, par exemple, du livre. On va utiliser price. Alors price, donc on va utiliser donc le type number, comme ça. Required, là, true aussi. On va spécifier la date de publication. Donc, on a publishing date. Alors, on va la déclarer type, c'est date. Required true. Si vous voulez default value, bah, normalement, c'est default. C'est-à-dire si on ne spécifie pas la date, je vais mettre la date système. C'est-à-dire vous mettez new date.
Tout ça, c'est du JavaScript, hein, c'est du TypeScript. Oui. Après, bon, je vais ajouter par exemple quoi d'autre par exemple, est-ce qu'il est disponible ou pas? Donc, je vais utiliser available de type booléen. Obligatoire. Il a une valeur par défaut. C'est true. Quand je crée un livre, je suppose qu'il est disponible. Ok. Alors, on peut ajouter bien sûr d'autres attributs, la quantité, etc. Quantity. Alors, le type number. Required. Après, default value, default 0. Voilà. C'est virgule ici, parce que ça c'est un objet JavaScript. Vous voyez donc tout ça, la collade là, je ferme, donc tout ça c'est un objet JavaScript. Alors je viens de créer un schéma, Mongoose. Alors après par la suite, dans votre application, il se peut, vous n'avez pas que Book, vous avez créé encore peut-être un schéma auteur, etc. Alors maintenant, une fois que vous créez ce schéma-là, Book Schema, on va créer notre modèle de la manière suivante. Alors d'abord, c'est parce qu'on a besoin de faire la pagination. Alors je vais utiliser donc Book Schema, je vais faire appel à une méthode plugin et je vais lui lier tout simplement l'objet Mongoose Paginate. C'est-à-dire automatiquement vous disposez des méthodes qui permettent de faire la pagination, de retourner une page qui contient un certain nombre de documents. Et après à la fin donc je vais créer un objet Book. Pour moi, mon modèle s'appelle Book, directement en utilisant modèle. Alors, modèle, et qu'est-ce que je lui donne comme nom? Book, et son schéma, c'est quoi? C'est Book Schema, c'est-à-dire celui-là. Donc, finalement, qu'est-ce que j'exporte à la fin? Ben, j'exporte tout simplement Book. C'est comme si vous venez de créer une entité qui s'appelle Book. Alors, après, vous avez toutes les méthodes qui permettent d'enregistrer, de chercher à partir de la base de données. On n'a pas besoin de en quelque sorte les implémenter. Donc tout ça c'est fourni par Mongoose. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors je termine ce modèle là par donc je vais créer une constante que je vais appeler book égale c'est mongoose.modèle. Et qu'est-ce que je lui donne comme nom? Book, bon ça c'est un nom, et après voilà, Book Schema, celui que j'ai déclaré. Mais avant ça, je devrais, si vous voulez faire la pagination, qu'est-ce que je disais? Donc il faut utiliser Book Schema.plugin, et je vais lui donner tout simplement, je vais utiliser le plugin Mongoose Paginate. Alors ça vous le faites uniquement si vous avez besoin de faire la pagination, mais c'est quand c'est dans la majorité des cas vous en aurez besoin. C'est pas obligatoire parce que vous pouvez faire la pagination sans utiliser Mongoose Paginate. En fait, Mongoose il fournit quelques éléments pour faire la pagination, mais avec ça c'est beaucoup plus, ça vous évite d'écrire beaucoup de code. Et à la fin, on va exporter notre module. Alors qu'est-ce qu'on va exporter? Tout simplement export default book. Voilà. On va exporter donc. Alors là, on vient de créer donc le modèle. Alors, si vous voulez, bon, ça c'est. Vous avez déjà fait un cours sur J2E, n'est-ce pas? Quand vous utilisez GPA, vous créez des classes avec des entités, ID, generated value, etc. Vous pouvez faire les choses pour gérer la persistance. Alors pour le cas ici, donc vous avez tout simplement ce modèle-là, ça représente les entités, les structures de données que vous manipulez. Pour le moment, vous avez créé ça pour Book. Et après, si vous avez d'autres entités, vous faites la même chose et vous les gérez. Alors maintenant, je reviens, une fois que j'ai créé mon modèle, je reviens à mon application. Alors dans mon application, qu'est-ce que je vais faire? Supposons, je voudrais consulter, cette fois-ci, donc dans mon application, je vais créer une API RESTful, c'est-à-dire
mon application, ça. C'est-à-dire, vous voyez donc, j'ai créé mon modèle C-Book. Maintenant, j'ai besoin de créer une API qui me permet de recevoir des requêtes HTTP et qu'est-ce qu'il va retourner? Des données au format JSON. Alors pour cela, je vais commencer d'abord par consulter la liste des livres. Donc c'est app.get, alors /books. Alors si je mets get /books tout court, alors j'ai ici request response, toujours comme d'habitude. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire pour retourner ça? Alors tout simplement, on aura besoin de... Alors attendez, je ne suis pas dans le bon. CTRL X. Parce que là je suis dans JS, n'est-ce pas? Je devrais être dans... C'est TS. Je suis là. Dans... Alors voilà, donc en résumé, voilà le principe est simple. Alors d'abord, bon, j'ai besoin d'utiliser donc Mongoose. Alors ici, j'ai besoin d'établir une connexion vers la base de données d'abord. J'ai besoin d'établir une connexion vers la base de données MongoDB. Alors pour cela, donc je vais spécifier mongoose.connect. Ok? Alors, l'IURI a utilisé c'est MongoDB, localhost. Vous voyez donc, je suppose que le serveur MongoDB se trouve en local. Le port c'est 27017 et que la base de données s'appelle Biblio. Bon, ça c'est le nom de la base de données qui va être créée automatiquement. Alors ici donc, dans mon application, j'ai besoin d'importer Mongoose. Alors Mongoose from Mongoose. Ok. Et pour démarrer, pour se connecter, donc je vais utiliser donc d'abord let ou bien const l'IURI de la base de données. C'est quoi? C'est MongoDB /local host. Le port c'est 27017 et la base de données je vais l'appeler par exemple Biblio 2. Alors ça c'est la base. Alors pour connecter l'application, donc j'ai besoin d'utiliser mongoose.connect. Alors en fait connect, il va se connecter vers l'IURI que j'ai ici. Donc l'IURI de la base de données. Et en même temps il y a une callback dans laquelle il y a un paramètre error au cas où il y a des erreurs. C'est-à-dire en fait ici, donc, ça veut dire qu'ici vous allez juste faire un test if error, alors console.log error, il y a un problème de connexion, else, ça veut dire que c'est bon, on va afficher console.log voilà Mongo database connected. Voilà, alors donc ça c'est la partie connexion vers la base de données. Alors maintenant, une fois que d'ailleurs vous pouvez vérifier dès le démarrage, vous voyez, parce qu'on a utilisé déjà, vous voyez, bah, il redémarre, et vous voyez donc ici le serveur il est démarré, et vous voyez ça. Alors vous remarquez déjà que vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir les messages dans l'ordre, parce que ça c'est de la communication asynchrone. Vous dites quand le serveur est démarré, j'affiche ça. Quand la connexion est établie, j'affiche ça. Il se fait que le message de connexion vient après le message de serveur est démarré. Alors, te dépend, parfois il y a des opérations qui prennent plus de temps que les autres. Tout est asynchrone. C'est bien ça la programmation asynchrone. Pourquoi vous avez créé la base de données, le nom du livre, la base
Il l'a créé, hein. Donc si vous regardez maintenant dans votre... Donc Donc quand vous établissez avec MongoDB, oui, c'est différent. MongoDB, quand vous établissez une connexion vers la base de données, alors si la base de données n'est pas créée, c'est une manière de lui demander crée-moi cette base de données. Et d'ailleurs, si vous remarquez ici, si vous faites refresh, vous allez trouver en principe, bon, il n'est pas encore créé, mais quand j'enregistre un document, il va la créer. Il n'est pas encore créé. Ok. Alors, Parce qu'on a l'habitude de, si on fait ça, une test, si la base elle doit être créée, sinon. non, mais ça c'est dans le cas de MySQL. Ok. Alors, on va regarder ça. Alors, maintenant, j'ai besoin de consulter la liste des livres. Bon, je vais utiliser donc /books, request, response. Alors, qu'est-ce que je dois mettre? Alors, ici, donc, Mongoose, il vous offre une manière un peu plus simple de gérer les données. Alors, quand vous dites /books, ben, tout simplement, il suffit d'utiliser book. Alors, c'est quoi book? C'est le modèle. Book, point, la méthode find. Alors, automatiquement, find par défaut, vous pouvez lui transmettre les paramètres, si vous voulez chercher par critères, etc. Si vous ne mettez pas de paramètres, ben, tout simplement, il vous rend une callback avec deux paramètres. Le premier, c'est error, s'il y a des erreurs. Et le deuxième, c'est la liste des livres. S'il y a des livres, il va les retourner. Et après vous allez juste faire un test. S'il y a erreur, j'envoie un message, le message d'erreur dans la réponse HTTP avec le status code 500. Comme quoi, une erreur, c'est pas 200, c'est 500. Sinon, j'envoie tout simplement la liste des livres en format JSON. Alors ici, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser la classe book. Il va l'importer. Regardez. En principe, il devrait être importé. Book. Ah, il est importé de fou. Alors, book from. Le fichier s'appelle book.model.ts. Ok. Sinon, si vous utilisez un autre IDE qui n'importe pas automatiquement avec contrôle espace, il faut le faire manuellement. Donc, c'est juste pour. Alors, book.find. Alors, find, donc, il reçoit directement. Normalement, si vous faites find, vous pouvez mettre entre parenthèses, vous mettez un objet. Ça, c'est les critères. Tout à l'heure, on va voir que si vous voulez chercher par des critères, ici, on va mettre les critères de recherche. Comment. Si vous voulez faire un select from where, des trucs comme ça, vous pouvez le faire directement ici. Autrement, si vous faites find sans paramètre, donc ici pose c'est find all. Donc dans ce cas-là, il va recevoir une callback à deux paramètres. Le premier c'est l'erreur, le deuxième c'est le résultat que j'appelle books tout court. Et là, j'ai juste besoin de faire un test. Donc la même chose ici, il envoie la requête, il attend. Dès que la réponse arrive, je fais ça. Alors if error, donc je vais utiliser response.status. Alors status code, je vais utiliser 500, c'est-à-dire il y a une erreur interne. Le code status code, vous savez dans les status codes il y a 404, il y a 403. 404 ça veut dire not found. 403, 404, ça veut dire que vous n'êtes pas autorisé. C'est un problème d'autorisation. Et 500, c'est-à-dire c'est une erreur interne. Au niveau de l'application, il y a une exception qui s'est produite. Alors ici donc, et après je vais utiliser .send directement le message d'erreur. Directement, il va l'envoyer en format JSON. Else response.send directement quoi? Books. Oui, res.sendbooks. Parfait. Alors ça c'est si je veux consulter la liste des livres. Alors maintenant, si vous voulez déjà voir, est-ce que ça marche? Bon, vous pouvez aller vers votre client et vous lui dites voilà /books. Mais pour le moment, on n'a pas inséré des données dans la base de données. Alors ici, books, il y a quelque chose qui cloche. Alors get books. Alors je vais arrêter. Je démarre.
Alors app.get response.books. Donc a priori, bon, il n'y a pas de problème. Server started. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, si vous avez connect, c'est bon. Alors là, find. En tout cas, il n'y a pas d'erreur dans le côté application. Si je mets ça, là, il n'y a pas de problème. Slash books. Il y a problème, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? On va regarder. Alors, donc tout ça, bon, bon, je n'ai pas besoin pour le moment. Bah, départ ça, je n'ai pas besoin. Course, je n'ai pas encore besoin de ça. Je vais vous le montrer par la suite. Là, j'ai pas besoin. Bon, la connexion, elle est là. Voilà. Donc en fait, comme je suis en TypeScript, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous n'avez pas. Mais c'est pas normalement, c'est pas un problème. Bon, request et response, vous déclarez les types. Donc ça c'est request. Il faut l'importer de Express. Et ça c'est response. Alors c'est juste pour être sûr que vous n'avez pas connu response. Alors response, elle est il faut plus la souris. Alors request. Request n'est pas importé. Si, elle est là. Ouais, donc c'est pas le bon response. Il y a beaucoup parfois donc response de express, voilà. Il faut juste, voilà, request et response. Alors c'est pareil ici, donc c'est request, 2 points. Request, là c'est 2 points. Response. Ok. Alors bon, je crois que c'est pas ça l'erreur, parce que déjà, bon, si c'était ça l'erreur, même le premier ne devrait pas marcher. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? App.get request response find. Alors, je suis dans le dossier source index A. Oui. En fait, vous savez l'erreur, vous n'avez pas fait attention, parce qu'en fait, mon modèle, il faut qu'il soit dans le dossier source. Est-ce que vous ne voyez pas? J'ai pas fait attention tout à l'heure. Ça change tout. Bon, ça change tout. Alors voilà ce que je vais faire. Donc je prends ce fichier là, CTRL C, je le mets directement dans le dossier source. Okay. Bah, si je veux le mettre dans un dossier, il faut que ce soit dans un sous-dossier du dossier source. Exactement. Alors, il est là. En tout cas, dans notre script, il ne s'adapte pas à cette situation. C'est pour cela que ça posait problème. Alors, ce dossier-là, donc je le supprime. Delete. Et après, je vais adapter au niveau de l'importation. OK? Alors, ici, donc ça, c'est le modèle. Pas de problème. Dans le fichier ici, vous voyez ici ça ne marche plus, donc il faut utiliser tout simplement. Alors directement dans... j'ai perdu le... Alors je réécris mon code maintenant. Alors déjà, si vous le laissez comme ça, en principe ça devrait démarrer normalement. Voilà, alors que... Alors, CTRL-C. Pourtant il est démarré. Oui.
Oui, il est démarré normalement. Alors dist, bon ça c'est la situation normale, d'accord? Quand il compile. Voilà, alors une fois que vous avez ça, maintenant on va, bon, en principe, si vous mettez books, vous allez avoir books, si vous mettez ça, vous allez avoir ça. Bon ça c'est la situation normale. Alors maintenant on continue notre application. Alors je répète, bon, j'ai déjà perdu ce que j'ai fait tout à l'heure, donc j'aurais écrit, c'est la book, il faut vérifier qu'elle est bien importée, oui, point find. Ici donc vous avez une callback à deux paramètres, le premier c'est error, le deuxième c'est la liste, le résultat, books. Alors on a juste besoin de faire, on a oublié le, voilà, ça c'est l'expression lambda. Alors ici donc on va utiliser if error, donc c'est response.status 500, c'est le code de status code, point send directement error, else response.send directement books. Voilà. Parfait. Il a redémarré. Alors ici donc je mets /books. Vous allez voir il y a une liste mais qui est vide. C'est qu'on va maintenant utiliser un post. C'est-à-dire pour enregistrer un livre. CTRL-C, CTRL-V. Alors si on envoie une requête avec post vers books, cette fois-ci on va utiliser, voilà. Donc on aura besoin de récupérer, d'abord les données de cette manière-là. Alors ça c'est la première. Vous voyez donc sur post directement ici. Alors pour cela donc vous mettez new book, vous créez un book et vous mettez request.body. C'est-à-dire que ça suppose que les données du book sont envoyées dans le corps de la requête en format JSON. Okay. Et après on va utiliser book.save. Et la même chose, il va les enregistrer dans la base et après vous avez un message. Si erreur, j'envoie l'erreur, sinon j'envoie tout simplement le livre qui a été enregistré. Mais après vous allez voir, il y a quelque chose qui va manquer. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais utiliser donc let book égale c'est new book. Alors new book et de quoi? De request.body. Et après je vais utiliser, si vous voulez, vous pouvez le déclarer de type book, la variable. Faire quelque chose comme ça. Alors type let book, de type book. Non. Alors let book et après vous utilisez book.save. Error. Après vous utilisez if error. Alors la même chose, on va faire quelque chose comme ça, CTRL-C à chaque fois, CTRL-V. S'il y a erreur, sinon on va envoyer tout simplement book tout court. Alors pour accéder à ça, donc c'est un post qui va être utilisé. Alors maintenant pour tester une opération de type post, je ne peux pas le faire sur le navigateur, ben, je vais utiliser un outil, je vais utiliser Advanced REST Client. En fait sur Chrome il y a des outils comme Postman, comme SoapUI, il y a des outils comme ça. Alors parmi lesquels il y a ARC. ARC c'est Advanced REST Client. En fait cet outil là de Chrome, c'est une extension si vous l'avez installé. Ça vous permet de faire, voilà, de dire je veux envoyer un post vers, alors c'est quoi le port? C'est 8085. Alors si vous utilisez get, ici bon, ça on a vu tout à l'heure, vers
books. Alors vous voyez ici, vous avez une réponse OK, vous avez un tableau qui est vide, il n'y a pas de données. Alors si vous faites un post sur books, et dans ce cas-là, ben, il faut d'abord, ici, il y a une en-tête content type, parce que quand vous envoyez une requête HTTP, souvent il y a l'en-tête dans laquelle vous spécifiez content type, l'en-tête. Okay. Ben, si vous ne l'avez pas ici, je vais la supprimer, vous dites dans les headers, je vais ajouter une en-tête content type dans la valeur, c'est quoi? C'est application / JSON, comme quoi les données que je vais envoyer dans le corps de la requête c'est en format JSON, et dans body ben, je vais envoyer les données sur le livre. Alors quelles sont les données? Donc c'est un objet JSON, je vais dire je vais envoyer un livre avec title. Alors, par exemple on va dire allez, XML. Auteur. Hein? Juste une question entre parenthèses, un peu obscure. Cette interface. Non, ça. Oui, l'interface. Pour créer ce genre d'interface, c'est pas avec des frameworks côté navigateur. Ça. Oui. Ce genre d'interface. C'est Ça, des applications desktop. C'est des applications qui est desktop. C'est pas des desktop, c'est des trucs avec HTML, JavaScript. Vous pouvez avec HTML, JavaScript, CSS créer des applications comme ça. Desktop. Des applications web desktop. Vous pouvez le faire. C'est comme un testeur. Hein? C'est comme un testeur. Un testeur. Oui, bon, de toute façon, quand vous êtes des API REST, il y a des outils, il y a plein d'outils comme ça. Postman, SoapUI, Advanced REST Client. Mais ça, c'est quoi? En fait, c'est une extension de Google Chrome que vous pouvez installer. Mais si vous voulez la développer vous-même, vous pouvez la développer avec Angular, un truc comme ça. Une application desktop. Ouais, vous pouvez la développer avec Angular. Vous développez toute une application Angular, d'accord? Vous terminez, vous la testez, ça marche. Et après, vous cherchez un outil qui s'appelle Electron. Vous lui donnez l'application, il vous fait ça et ça marche. Parce qu'en finalement, c'est une application pour vos desktops. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre un micro-navigateur qui fait appel à index.html et après, vous avez tout ce que vous voyez là. C'est des applications légères. Electron. Alors, auteur, donc je vais utiliser donc auteur, n'importe quel auteur. Alors, bon, je ne vais pas envoyer la date parce qu'il y a une valeur par défaut. C'est la date système, je vais la garder. Mais j'ai besoin d'envoyer le prix. Price. Alors, le prix, donc, c'est 800. J'ai besoin d'envoyer la même chose quantité 90. Alors available, donc par défaut il est à true. Alors j'envoie la requête, ça marche pas. Ben, il me dit que il y a un problème. Il me dit que vous voyez, donc il m'a envoyé l'erreur format JSON. Donc c'est quoi le status quo? C'est 500. Il y a un problème. Alors, en fait, ce qui s'est passé, il me dit que ici, le price, il est requis, obligatoire. Il me dit également que l'auteur, il est également obligatoire. Vous voyez, donc Mongoose, il fait la validation, c'est-à-dire que tu lui envoies une requête, pour lui, il n'a pas récupéré les données. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que nous avons envoyé une requête HTTP, mais Express, la requête HTTP qui est arrivée là, dans notre API, on a besoin d'un middleware qui permet de convertir, de passer en format JSON. Si vous vous rappelez, donc j'ai parlé des middleware dans Express. Et parmi les middleware qui sont utilisés, alors ici donc j'ai besoin d'ailleurs, bon, je l'ai fait tout à l'heure, c'est exprès pour comme ça vous allez voir l'intérêt. Regardez, ici vous avez ici app. Je vais utiliser un parser, plutôt use, je vais utiliser un middleware qui s'appelle body parser. Alors body parser, c'est un middleware qui est en interne, vous n'avez pas besoin de l'installer. Donc il suffit de l'importer body parser et vous utilisez bodyparser.json. Alors ça veut dire quoi? C'est comme si vous lui dites, s'il te plaît, ce middleware là tu t'installes
Dès qu'il y a une requête HTTP qui arrive, tu prends les données, ben, tu vas les formater en format objet JavaScript JSON. Donc il fait un parse vers des objets JSON. Illico, donc c'est comme ça que Express peut récupérer les données facilement. Autrement, il a du mal à le faire. Alors pour résoudre ce problème, c'est ce que je vais faire ici. Je vais juste importer donc body parser from body parser. Et dans mon application ici, donc je vais utiliser c'est app.use, ça c'est j'utilise donc le middleware, c'est body parser.json. Alors là, j'enregistre, il redémarre. Alors maintenant, je vais réessayer la même requête ici. J'envoie les données. Alors cette fois-ci, ce n'est plus le cas, c'est 400. Là, c'est 200. Alors ici, il m'envoie les données sur que j'ai envoyé. Alors comme vous le voyez là, il y a publishing date, il y a available. Donc publishing date, il a utilisé la date par défaut. Available, c'est true. Quantité, ID. Vous voyez donc dans MongoDB, je n'ai pas spécifié l'ID, mais dans MongoDB, dans chaque document, il est identifié par un ID. Si vous n'avez pas spécifié le ID, automatiquement il génère le ID du document. Alors vous voyez ici, donc c'est une chaîne de caractères. Vous avez le titre, l'auteur, le prix. Alors je vais envoyer un deuxième, par exemple Java. Je vais envoyer un troisième. Alors, ici, donc, vous voyez, là, a priori, ça marche. Alors, si je reviens vers, ici, je vais dire books. Si j'envoie une requête avec get, qu'est-ce que je reçois? Donc, je reçois la liste des livres que j'ai ici. Il y en a 3 qui sont dans la base. Si je regarde maintenant ma base de données, si vous voulez regarder votre base de données, normalement ici, vous devrez voir maintenant la base Biblio2. Donc il est créé dès que vous demandez d'enregistrer un document, donc il est là. Et dans Biblio2, qu'est-ce que vous voyez dans Biblio2? Il y a une collection qui s'appelle Books. Alors ici, dans collection Books, voilà les documents qui sont enregistrés. Alors ici, vous pouvez les afficher sous forme d'une table. Pour le moment, nous avons trois documents. Alors maintenant, je vais compléter mon API REST pour consulter un document, sachant son ID. Alors je vais faire copier-coller ici, CTRL-C, CTRL-V. Je vais utiliser /book/ID. Alors pour spécifier un path param, donc je vais utiliser ici ID, comme ça. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser, au lieu de find, je vais utiliser find by ID. By ID. Et qu'est-ce que je vais lui transmettre comme paramètre, le ID? Alors le ID, où est-ce que je vais le récupérer? À partir de l'objet request.params.id. Alors, il va me retourner pas books, il va me retourner cette fois-ci un book. Je regarde. Alors je prends par exemple ce ID là. Et après je vais lui demander, donne-moi book / ça. Il me donne qu'un document. Maintenant mon API REST il permet de me donner un document. Alors je prends un autre document comme ça. C'est J2E. Je mets / ça marche. Alors maintenant il me faut également l'update et delete. Compléter l'API REST. Alors pour update, donc je vais utiliser donc c'est put qu'on utilise. Alors pour faire un update, on va utiliser put, la méthode put
Sauf que put, il faut mettre /book /code ID. Parce qu'il faut mettre à jour un document qui existe déjà. On envoie les données. Ici, je récupère le livre. Et après, cette fois-ci, au lieu de faire save, je vais utiliser save. Il y a beaucoup de changer de framework, de technologie, etc. Donc quand je reviens, je confonds les choses parfois. Alors, ici, put, c'est ça. Si put, c'est find by ID and update. Si find by ID, qu'est-ce qu'on va lui donner? Le ID, on va lui donner body, les données, et après on fait la même chose. OK? Et là, vous avez le livre qui est récupéré. Alors ici, donc c'est find by ID and update. Attendez, non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Là, je n'ai pas besoin de créer un book. J'appelle directement le modèle book. OK? Et j'appelle find by ID and update. Alors ici, donc, je vais utiliser directement request.params.id. Et après, le deuxième, cette fois-ci, vous avez une callback à 2 paramètres, error et le deuxième, c'est book. Non. Il y a d'abord le contenu, c'est request.body. Et après le callback. Bon, ici la même chose. Alors ici, pour ne pas envoyer le book, je vais dire c'est bon. Alors ici, on peut vérifier. Je vais faire donc ici, je vais prendre un document, celui-là par exemple J2E, je vais prendre son ID, ça suppose que je connais leur ID. Je vais lui dire slash ici, et après je vais lui demander d'envoyer une requête avec put. Et après je vais lui demander de mettre à jour l'auteur et de mettre par exemple Azerty comme auteur. Les autres données je les garde, je ne vais pas les modifier. Send. Alors ici, vous voyez le message book updated successfully. Alors, si vous tentez de le consulter à nouveau, avec get, alors, vous voyez bien ici, voilà, Azerty. L'auteur a été changé. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Delete et après, on va faire la recherche. Alors pour delete, on va faire pareil, CTRL-C. Aussi, c'est la méthode, c'est delete books/id. Alors, la même chose ici, on va utiliser find by id and delete. On va lui donner ça. Je n'ai plus besoin du corps cette fois-ci. J'ai besoin juste de lui donner le id et je récupère le callback. Pour delete, donc ici, juste pour s'assurer, bon, en fait, il n'y a pas de paramètre, il n'y a que error. Ben, ce paramètre n'a pas de sens. Error, else, ça. Ben, c'est pareil ici. Hein. Il n'y a pas besoin de... Donc, s'il y a erreur... Alors ici, si ça marche, ici, donc on va updated, deleted. Alors, j'enregistre, il redémarre et je teste. Donc, je vais envoyer une requête. Je vais supprimer ce document-là. Je vais l'ajouter une deuxième. Bon, je vais le supprimer. Delete. Alors, je n'ai pas besoin d'envoyer un body quelconque. Alors,
le document a été supprimé. Si je regarde maintenant la liste des documents que j'ai, tout à l'heure j'en avais 3, maintenant il n'en reste que 2. D'accord? Alors maintenant ce que je vais faire, je vais juste ajouter quelques documents, comme ça on va avoir la pagination. Alors, je vais utiliser un post. Et j'envoie des documents comme ça. Un premier, un deuxième. Et intelligence artificielle. Aussi des données quelconques, en tout cas, je vais faire plusieurs fois. Bon. J'ai des documents ici qui sont enregistrés dans la base de données. Alors maintenant, ça c'est bon. Quand je consulte avec tous les documents, c'est pas pratique, parce qu'en fait, il faut faire une recherche par exemple le titre. Je cherche que des livres sachant le titre, mais en même temps, je veux faire la pagination. Alors d'abord, comment faire cette pagination? C'est ce que je vais vous montrer ici. Alors, pour la partie pagination, voilà. Alors, je vais utiliser donc ici. Je suppose que la requête que je vais utiliser, c'est comme ça. Je vais utiliser /books. Bon, là, pour faire la différence avec le /books que nous avons déjà, je vais ajouter un P, c'est-à-dire paginate books, pbooks, comme ça. Et après, je vais envoyer point d'interrogation, le numéro de la page. Normalement, le numéro de la page commence par 1, c'est pas par 0. Donc, pour le cas de 12. Et size, c'est-à-dire je lui donne-moi uniquement 5 documents à partir de la page 0, ou bien la page 1. Okay? Et dans ce cas-là, comment récupérer les paramètres? Donc je vais utiliser, d'abord c'est request.query.page, request.query, c'est ça le query. Qu'est-ce qui m'intéresse, page? Ben, je récupère, si ça existe, je vais récupérer sa valeur, sinon, je vais utiliser OR, c'est la valeur par défaut. C'est-à-dire si je n'ai pas mis page, par défaut, il va prendre la page 1. Sauf que j'ai besoin de faire un parse int. Je dois le convertir en int. La même chose ici, size, par défaut, c'est 5. Et après, je fais tout simplement book.paginate. Alors, en fait, paginate, c'est là où on va utiliser Mongoose Paginate, que j'ai ajouté tout à l'heure comme plugin. Parce qu'autrement, ça ne va pas marcher. Donc, j'utilise ici un plugin que j'ai ajouté à Mongoose. Donc, paginate, alors là, ça, c'est les critères. Ici, donc, je ne spécifie pas de critères, ça veut dire qu'il n'y a pas de critères sur les attributs. Je lui envoie les paramètres. Alors, quels sont les paramètres? Il y a la page, P, limite, c'est size. Et après, il y a la callback, error and result. S'il y a ici, donc, je fais un send. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais copier. Alors, c'est comme get, ici. Alors, bon, je l'appelle comme ça, pbooks, pour faire la différence. Ça suppose que ici, normalement, je mets là un commentaire. Pour accéder à ça, donc il faut normalement envoyer une requête avec quoi? C'est get, http://local. Le port c'est 8085, c'est ça? /pbooks. Après, on va mettre point d'interrogation, page par exemple égale à 1, and size égale à 5 par exemple.
Bon, ça, c'est juste un commentaire, hein, ok? Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer d'abord les valeurs. Donc, let. D'abord, page, de type number, égale à quoi? C'est int, lui convertir, c'est request.query. Qu'est-ce qui m'intéresse dans query? C'est page. Or, si ça n'existe pas, je vais mettre par défaut 1. Alors, je fais la même chose pour size. Donc, ça, c'est size. Ici, size. La valeur par défaut, c'est 5. Et là, je vais utiliser paginate. Alors, paginate, il y a d'abord le premier paramètre. Le premier paramètre, le deuxième paramètre et le troisième paramètre. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme ça, paginate. Le premier, c'est le critère sur les attributs. Je ne vais pas l'utiliser. Le deuxième, c'est là où je dois spécifier d'abord page, 2 points. C'est quoi? C'est P. C'est-à-dire page, c'est quoi? C'est P. Limite. Limite, le nombre d'enregistrements, c'est size. Et après, il y a d'autres paramètres, si vous voulez, envoyer. Après, je récupère le résultat et après, j'envoie le résultat. Pour tester ça, on va le regarder. Donc, je vais utiliser ici paybooks, point d'interrogation. Alors, si je ne mets rien, il me donne quand même le résultat. Mais il y a combien de documents? 1, 2, 3, 4, 5 documents. Mais regardez, il m'envoie d'autres informations. Il m'envoie le total d'enregistrement normalement, il y en a 13. Limite, c'est ce que j'ai demandé, c'est 5. Quelle est la page maintenant que j'ai demandé? C'est la page 1. Et le nombre de pages total, c'est 3. Ça veut dire que ici, donc, je peux lui demander, donne-moi la page égale à 2. Voyons qu'il me donne la page 2. Donne-moi la page 3. Mais toujours size par défaut, c'est combien? 5. Mais si je veux dire, je peux lui dire, donne-moi la page 1, mais avec size égale à 2. C'est-à-dire tu me donnes que deux documents. Vous voyez? Il me donne. Mais pour size égale à 2, il y a combien de pages? Il y a 7 pages. Alors on n'a pas besoin de faire des petits calculs, etc. Mais ça, c'est très, très utile pour l'application. Avec Mongoose Paginate, vous arriverez à faire des choses facilement comme ça. Alors maintenant, je vais faire mieux parce que j'ai besoin de chercher par titre, par exemple. Alors je vais ajouter une autre méthode, une dernière, je crois. Cette fois-ci, je vais utiliser un search. C'est-à-dire, je vais utiliser donc ici books search, par exemple. Et là, j'envoie keyword. Keyword égale, par exemple, le titre. Keyword, pour moi, c'est une partie du titre. Et après, j'envoie les autres. Parce que même dans la recherche, j'ai la pagination. Alors, ce qui va faire la différence ici, c'est que j'ai besoin de récupérer la même chose ici. Keyword. Alors, keyword, KW, égale à quoi? De type string. Je n'ai pas besoin de faire un parse, int. C'est KW. Si ça n'existe pas, je vais utiliser une chaîne vide. Alors dans ce cas-là, ici, donc, je vais faire un critère. Donc je fais un select from where. Where quoi? Title. D'accord? 2 points. Et après, je spécifie la valeur. Alors, mais, sauf que cette fois-ci, pour spécifier la valeur, je vais utiliser une expression régulière pour lui dire c'est pas égal. C'est contient. D'accord? C'est-à-dire, ça peut être au début, ça peut être à la fin, etc. Alors, dans ce cas-là, je vais faire quelque chose qui ressort, une expression comme ça. Alors, je vais utiliser, voilà, je vais utiliser donc title, 2 points. Alors, si vous regardez dans la documentation de MongoDB, il utilise GT, des trucs comme ça, $GT, ça veut dire greater, little. Il utilise des
des opérateurs qui permettent de filtrer, de comparer les données si vous voulez. Parmi ces opérateurs, il y a regex. Reg expression, c'est une expression régulière. Alors dans notre cas, l'expression régulière, c'est quoi? C'est-à-dire ici, vous savez, dans les expressions, quand vous mettez point étoile, ça veut dire quels que soient les caractères avant, hein, j'ai des caractères quelconques. Étoile, ça veut dire, point étoile, ça veut dire que 0 a plusieurs caractères avant. 0 a plusieurs. Après, par la suite, je mets ici point d'interrogation i, c'est-à-dire j'ignore la casse, que ce soit majuscule ou bien minuscule. Et après, je vais mettre keyword, c'est-à-dire mon keyword. Et après, par la suite, mon keyword peut se terminer par n'importe quel caractère. Ça, c'est une expression régulière. Mais vous pouvez... Ça n'a rien à voir avec MongoDB, c'est des expressions régulières, langage classique qui est utilisé. Alors, je vais prendre ça. Et je vais l'utiliser dans mon cas, ici. Alors, ici, donc je reprends. Ici, c'est pas keyword, c'est KW. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, title. Donc, ça, c'est un objet. C'est un objet. Et c'est quoi? Parce qu'en fait, comme MongoDB utilise tout en format JSON, pour utiliser l'expression, il faut également vous dire title, c'est un attribut. C'est quoi sa valeur? La valeur lui-même, il contient un autre attribut qui s'appelle regex. Dans la valeur, c'est quoi? C'est ça. Mais après, on peut trouver des trucs comme GT, $GT, c'est-à-dire greater, $LT, ça veut dire little, etc. Donc, tout c'est-à-dire que vous voulez comparer where, c'est supérieur, inférieur et des trucs comme ça. Alors bref, tout ça, vous pouvez le retrouver dans la documentation de MongoDB. Comment chercher des trucs de critères. Ça, c'est une solution. Mais vous pouvez écrire une autre expression régulière. Donc, je vous rappelle que ça, entre parenthèses, point d'interrogation i, ça veut dire j'ignore la casse, que ce soit majuscule ou bien minuscule, peu importe. Donc, il va ignorer la casse. Voilà. Alors, on va vérifier. Est-ce que ça marche? Alors, cette fois-ci, c'est books. Quoi? Search. Alors là, si vous mettez rien, ça va marcher. Ça ne marche pas. Ça va marcher. Ça marche pas. Alors, donc, il faut voir comment je l'ai écrit. Il y a des valeurs par défaut, donc normalement, ça devrait marcher. Alors ici, comment je l'ai écrit? Books. Mais oui, je l'ai je l'ai changé dans le commentaire. Mais je ne l'ai pas changé ici. Parce que c'est le plus important, c'est ici, n'est-ce pas? Ça, c'est juste un commentaire. Alors ici, ça marche. Pourquoi? Parce que le mot-clé par défaut, title par défaut, c'est une chaîne vide. Comme c'est une chaîne vide, donc vous allez retourner tous les documents. La page 1 par défaut. Et c'est quoi ça? C'est 5. Alors maintenant, je vais lui dire, je veux, point d'interrogation, keyword, title égale par exemple XML. Je veux que, par exemple, il livre XML. Et là, vous voyez qu'il y a un seul document. Après, je vais lui dire J. Et il me retourne, vous voyez, il y a Java, il y a J2E, il y a Node.js. Donc, c'est là où il trouve J, donc il fait la recherche. Et en même temps, je vais lui dire, je ne me donne pas tous les documents, tu me donnes juste point d'interrogation. Je veux que la page 1 and size égale à 2. La page end ici. End, voilà. Ben, il me donne que 2. Il y a 2 pages. La première, c'est celle-là. Et la deuxième, là, j'ai pratiquement complété l'appli REST. Si vous travaillez en back-end avec Node.js, si votre travail c'est ça, c'est terminé. Vous avez créé l'application back-end, vous l'avez testé. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? L'équipe front-end, Angular. Maintenant, il faut voir avec Angular comment créer votre application. Vous envoyez des requêtes et vous avez une application web. Ou bien une application mobile et vous travaillez comme ça. Ça, c'est vous travaillez le travail côté back-end. Alors, ce qu'on a fait avec Node.js, on peut le faire avec Spring, qui est encore plus simple avec Spring Boot. Vous pouvez créer facilement des API REST dans Java J2E.
La même chose dans .NET et la même chose dans PHP. C'est ce que vous faites là, c'est que vous créez une API REST. Alors forcément, sauf que chaque technologie offre des facilités. Vous voyez, Node.js il a ces outils avec Express, Mongoose, et Mongoose Paginate, tout ça, ça facilite le travail. Avec Spring Boot, c'est Spring Data REST, ça facilite également le process, c'est encore plus simple. .NET, il offre également ses propres outils. En tout cas, bon, après, il faut juste dire que d'une manière générale, dans une application, dans une grande application, il y en a, dans le même projet, il y en a une partie avec Node.js, une autre partie avec Java, une autre partie avec PHP. Tout ça, c'est la partie backend. Alors, pour la partie Angular, bon, malheureusement, c'est juste question de temps. Alors, je vous donne juste ici l'exemple que j'ai ici. Alors, Biblio Frontend, voilà, vous avez des trucs comme ça, vous allez créer l'application. En fait, ce qu'on veut faire, c'est un peu ça. Vous avez un service. Alors, la partie backend, vous dites la partie backend, cette fois-ci, c'est quoi? C'est localhost, c'est 85, d'accord? Et donc, ce que j'ai fait ici, dans mon service, j'ai une méthode chercher et une méthode save. Alors, chercher, qu'est-ce que je fais? Donc, j'appelle http://client.get. J'envoie une requête get vers quoi? Alors, ici, donc, je l'ai appelé books search. Mais j'ai bien respecté la même chose. Ici, KW, page, c'est la même chose. Alors, ici, save. Donc, je lui donne en fait, c'est juste, il faut comprendre que dans mon côté Angular, j'ai également créé un modèle. J'ai créé soi-disant, une interface book dans laquelle je déclare mes attributs. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Donc, quand je récupère les données JSON, ils deviennent des objets de type book. Et j'ai également les attributs que je manipule facilement. Alors, mais il ne faut pas oublier que quand je fais la recherche, normalement dans une recherche, qu'est-ce que je récupère comme données? Regardez. Je récupère un objet JSON qui contient un attribut docs. Qu'est-ce qu'il y a dans docs? Il y a les documents, n'est-ce pas? Ça, c'est la liste. Mais après, il m'envoie également total, limit, pages. Alors, c'est pour cela que vous voyez dans mon modèle ici, dans le modèle que j'ai ici, je déclare d'abord book avec ses attributs et je déclare une interface que j'appelle book page. Alors, c'est quoi book page? Il contient docs, c'est array de book, et j'ai total, limit, pages. Avec ça, c'est plus simple de récupérer les données JSON et de les mettre dans le bon endroit. Alors, j'ai ici deux pages. La première, c'est books, en fait, un component books list. Alors ici, donc, je vais afficher, j'affiche tout ça, c'est title, author, price, publishing, etc. Il y a aussi j'ai ajouté ces quantités, n'est-ce pas? Alors ici, dans mon cas ici, dans mon modèle, je vais ajouter quantity de type number. Alors, ce qui fait que dans l'affichage, donc ici, bookslist.html, je vais afficher donc quantity. Okay. Je fais la pagination. Vous voyez donc même ici, donc ça c'est, vous pouvez voir en détail, il y a des vidéos dans lesquelles je montre comment faire ça. Et je vais tester mon application. Alors maintenant la partie backend. Pourquoi je vais faire ça? Parce que vous allez voir, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Je vais utiliser la partie front-end, c'est ng serve. Ça, c'est la partie front-end. ng, alors, c'est pas le... Ouais. Alors, il faut que ce soit dans mon projet. Ici. Front-end, je crois. C'est un dossier front-end. CD. Ouais, voilà, ici. Vous
veut dire que vous aurez besoin de créer la partie front-end une fois que vous l'aurez créée. Et après, vous avez donc, vous allez tester. Donc, on va voir ce que ça va nous donner. d'insérer une donnée, un enregistrement, on a besoin de supprimer quelque chose ou bien de faire une d'accord. Est-ce qu'on pourra exécuter les mêmes fonctions qui existent dans les mêmes fichiers ou bien on doit faire les requêtes qui pensent. Alors ici, property quantities, missing tree, là, attendez, ici dans le... oui. En fait, parce qu'en fait, dans mon, ici, dans mon code ici, dans le cas, ici, dans le save, new, j'ai déclaré ici, vous voyez, un book, le titre, il me faut la quantité parce qu'il est obligatoire dans mon cas ici. Quantité, je vais mettre la valeur par défaut, c'est 0. C'est juste, toujours par rapport à l'exemple que j'ai ici. De toute façon, maintenant, vous ne pouvez pas comprendre en détail ce qu'il y a là, mais je voulais juste vous dire, voilà, la partie back-end faite, la partie front-end. Donc il faut voir comment la travailler, il y a des vidéos qui vont vous montrer comment faire ça. Et après, qu'est-ce qui reste maintenant? Mais par contre, il y a quelque chose qui ne va pas marcher, ce qui va m'obliger à faire une petite modif la partie back-end, parce qu'il faut comprendre ça. Alors, je vais vous montrer. Localhost, maintenant 4200. Alors, ça, c'est la partie application. Ça, c'est la partie Angular. Alors, j'ai ici une application web. Alors, dans mon application web, j'ai ici bon, un truc template book search. Quand je vois search, normalement, il devrait m'afficher la liste. Mais ici, si je regarde les outils de développement, je vois quelque chose ici d'important. Mais il me dit la requête a été bloquée par course policy. Alors en fait, ce mécanisme course, ça veut dire quoi? Course, ça veut dire alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comment partager les ressources avec une page des pages qui viennent des domaines différents en quelque sorte. Ça veut dire quoi? Dans les navigateurs web, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous êtes dans un domaine x.com. Là, on utilise le port 4200, c'est-à-dire je suis dans un domaine. La partie front-end, vous l'avez récupérée par exemple à partir du domaine x.com. Vous avez la partie front-end. Et là, votre navigateur, vous lui demandez d'envoyer une requête HTTP vers un autre domaine, y.com, là où il y a la partie back-end. Ce n'est pas le même port, ce n'est pas le même domaine. Alors, généralement, quand vous récupérez une page à partir d'un domaine X, et dans votre page, vous envoyez une requête JavaScript, une requête HTTP vers un autre domaine, ben, le navigateur, généralement, il refuse ça. Ce n'est pas qu'il refuse. Généralement, quand il a besoin de demander l'autorisation à la partie back-end, il faudrait autoriser au niveau de la partie back-end, il faut autoriser dans la partie back-end à ce que des requêtes proviennent du domaine x.com. Alors ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle cross-origin, ce course-là, cross-origin resource sharing. C'est le cross-origin, ça veut dire que c'est un peu vous récupérez une page à partir d'un domaine X et après vous essayez d'envoyer une requête dans un domaine Y. Le navigateur, qu'est-ce qu'il fait généralement quand il envoie la requête? Alors si normalement cette opération n'est pas autorisée, qu'est-ce que le browser envoie? Plutôt de la partie back-end, il envoie comme quoi ce n'est pas autorisé. Donc si vous voulez que d'autres applications accèdent à une partie back-end, si vous voulez l'autoriser, il faut le faire. Alors maintenant, comment le faire avec Node.js? Tout ce qui m'intéresse ici, c'est cette partie-là. Alors pour le faire avec Node.js, nous allons utiliser un autre middleware, course.
Alors, comment l'utiliser? Donc il suffit d'utiliser ça. Ce que tout à l'heure, puisque j'ai pas déclaré tout d'un seul coup, vous voyez. Regardez. App.use. Maintenant, course, c'est quoi? C'est également un module. C'est un middleware. Comme si vous dites à ça, dès qu'il y a course, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il y a une requête, une requête, alors course ici par défaut, il utilise par défaut tous les domaines sont autorisés. Mais après, si vous voulez spécifier quels sont les domaines qui sont autorisés, quelles sont les entêtes qui sont autorisées, tout ça, course, il faut lui envoyer un paramètre, un objet qui contient ces paramètres. Mais comme le temps est terminé, donc je ne vais pas détailler ça. Alors maintenant, juste pour que ça marche, il va falloir ajouter une autre application. Import from course from course. Course n'est pas installé. C'est une dépendance. C'est-à-dire, si vous allez utiliser npm install save course et vous utilisez également types. Alors course, ça veut dire cross origin resource sharing. Ça, c'est pour des raisons de sécurité. Quand vous mettez une API REST, vous pouvez dire que cette API REST ne peut être consommée que par les domaines X, Y, tel. Mais si vous mettez rien, par défaut, il met étoile. Étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les domaines. Alors, une fois que c'est installé, ici, donc en principe, voilà, il est là. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, un autre middleware, c'est app. C'est pas course.use. Alors, course tout court, vous mettez entre parenthèses, mais si vous voulez paramétrer, ici, vous mettez un objet comme ça, et après, si vous regardez dans course, vous allez trouver la configuration. Par défaut, ça résout le problème, c'est-à-dire vous autorisez tous les domaines, toutes les entêtes, etc. Alors maintenant, si je regarde un peu ce qui va se passer. Vous voyez donc, je n'ai fait que ajouter au niveau de la partie back-end. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai la liste des livres. Je fais, vous voyez la pagination ici. Je passe à la page 2, la page 3, etc. Je vois mes requêtes. Là, je fais une recherche XML. Un seul truc, tous les documents. Et ici, je vais ajouter un livre, new. Alors ça, c'est la même chose. Je vais saisir le montant, l'auteur, la date, j'ai respecté la même chose, le prix, available par défaut, c'est true, tout ça, mais ça ne va pas marcher. Alors pourquoi? Parce qu'ici, il me fait également la quantité. Et comme la quantité, je l'ai déclaré required. Hein? Alors si je reviens à mon application ici, je mets dans mon modèle quantité. Bon, il y a default, donc ça va marcher. C'est-à-dire, même si je ne l'ai pas spécifié, ça devrait marcher, tout à fait. Alors ici, donc, je fais ça, hop, il me dit c'est bon, il a été ajouté, voilà les données, il y a d'ailleurs le ID, je fais un close et après, donc, je peux ajouter un autre, etc. Alors, en fait, si vous arrivez là, c'est que vous aurez fait un petit parcours global. En même temps, ça vous permet de maîtriser la technologie Node.js et en même temps, vous avez la partie Angular. Alors, je n'ai pas malheureusement le temps de vous montrer ça en détail, l'exemple, mais vous allez trouver il y a d'autres exemples sur la chaîne qui font presque la même chose, sauf qu'il faut adapter un petit peu à l'API REST. Ce n'est pas toujours la même, ce n'est pas les mêmes champs, etc., mais je crois que ça devrait se passer sans problème. C'est clair, on va s'arrêter à ce niveau-là parce que vous êtes fatigué, moi aussi je suis fatigué. Et